Monsieur le conseiller royal, Madame l'ambassadrice, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences, Madame la directrice générale de l'Institut français du Maroc et Monsieur le directeur adjoint de l'Institut français du Maroc, je voudrais vous remercier vivement pour votre invitation et inclure dans mes remerciements Juliette Marandon et toute son équipe pour leur travail visible et invisible. Remercier tous les collègues qui interviendront aujourd'hui et vous tous ici présents qui allez nous aider à animer cette nuit et qui allez nourrir nos réflexions. Je voudrais en premier lieu exprimer ma reconnaissance à ceux qui ont pu choisir un sujet aussi approprié, aussi actuel et aussi nécessaire à traiter, sinon de manière philosophique, au moins à l'aide de la philosophie. Nous sommes en effet à un moment tout à fait crucial et très rare de l'histoire humaine, où grâce à la science, nous devenons chaque jour plus conscients de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons et de l'urgence du moment. En disant cela, je fais notamment référence aux récents travaux français qui viennent de révéler que les modélisations du changement climatique réalisées par le GIEC, pourtant déjà très inquiétantes, sous-estimaient les risques que nous encourons et que ce n'est pas de 2 ou 3 degrés, voire de 4,8 degrés, comme le prévoyait le pire scénario du dernier rapport du GIEC, de plus que l'atmosphère pourrait se réchauffer par rapport à la période pré-industrielle, mais peut-être de 7 degrés, avec des conséquences inimaginables au sens propre du terme. Cela constitue d'ailleurs sans doute un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cet état futur possible de la Terre et de l'humanité est inconcevable, irreprésentable à nos sens et à notre imagination. D'abord, il y a un fort degré d'incertitude sur les enchaînements biologico-physico-chimiques que cette hausse des températures pourrait produire. On parle d'effets non linéaires, c'est-à-dire que le dépassement de certains seuils pourrait produire des effets en chaîne imprévus et de nature différente des enchaînements classiques. Donc il y a une lacune dans nos connaissances scientifiques. Et d'autre part, nous ne parvenons pas à imaginer, à nous représenter des effets autres que ceux que nous avons déjà connus. La prise de conscience de la gravité de la situation qu'on voit en ce moment progresse d'ailleurs avec l'occurrence de plus en plus fréquente d'événements cataclysmiques, canicules, sécheresses, tempêtes, cyclones, incendies, fonte des glaces, disparition d'espèces de pans entiers de la biodiversité. Nous sommes donc confrontés à une double lacune en matière de connaissances et de représentation qui contribue sans doute à expliquer la forme de tétanie qui nous a collectivement saisis. Et nous nous trouvons donc dans ce moment rare où nous avons le choix, soit par notre inaction collective d'assister à et d'accompagner l'effondrement de nos sociétés, c'est-à-dire la dégradation plus ou moins rapide de ce que le philosophe Franz Jonas, dans le principe responsabilité, appelait des conditions de vie authentiquement humaines, ou bien d'opérer la bifurcation radicale qui pourra nous sauver avec une fenêtre temporelle pour l'action de plus en plus réduite. C'est immédiatement que nous devons commencer à agir. Je dis nous car c'est bien l'ensemble de l'humanité, pour la première fois sans doute, qui est concerné et lié dans un destin commun. En effet, quoi que certains imaginent échapper à ces évolutions, nul ne pourra trouver refuge dans des lieux protégés, à moins de construire des cités artificielles capables d'organiser des vies entièrement détachées de la biosphère, sur la Terre ou ailleurs, ce qui paraît aujourd'hui encore très improbable. Désormais, donc, alors que l'humain était, comme le rappelle Jonas, citant le cœur de l'Antigone de Sophocle, l'être qui sait traverser les flots gris, maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, l'homme à l'esprit ingénieux qui construit des cités pour demeure, bien armé contre tout, désarmé contre rien, tourmentant la terre éternelle et infatigable, mais finalement petit face à la permanence de la terre, l'agir humain s'est transformé au point de pouvoir rendre cette dernière inhabitable. Nous sommes désormais capables de rendre non seulement inhospitalière, mais aussi inhabitable cette terre qui nous avait été donnée à nous tous en partage. La plupart des récits sur les origines dont nous disposons, religieux ou non, évoquent cette situation heureuse de l'humanité grâce au symbole du jardin. Dans le Coran, Adam et Ève avaient le paradis pour maison et Allah les invitait à jouir de toutes les bonnes choses offertes. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez tous deux à votre guise.
La Genèse met également en scène Adam au jardin, chargé de garder et cultiver celui-ci, où Dieu a fait pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits pour à manger. Que s'est-il donc passé et pourquoi l'humanité en est-elle venue à détruire ce qui lui avait été donné en partage? Il s'agit là d'une interrogation légitime, tant du point de vue théorique que pratique. Nous devons savoir comment nous avons pu en arriver là et qui est responsable d'une telle dérive. Pour décider qui et comment doit tout à la fois réparer et organiser une bifurcation, ce que j'appelle, en inspirant du vocabulaire religieux et philosophique, une reconversion, de manière à engager l'humanité dans une autre voie. Selon quelle modalité organiser le partage de cette charge de réparation et de transformation? Sur ces questions de responsabilité, les interprétations divergent. Celle de Lynn White en 1967, dans son fameux article « Les racines historiques de notre crise écologique » fit scandale. L'historien soutenait en effet que si, en dehors de l'homme, aucune créature n'avait jamais souillé son habitat avec autant de rapidité, la responsabilité en incombait tout entière au texte de la Genèse, et notamment à ce passage. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme y apparaît comme une créature très spéciale, supérieure aux autres parce que imago Dei, faite à l'image de Dieu, et à laquelle incombe une mission très particulière, dominer la terre. Alors que dans l'Antiquité, continue White, chaque arbre, chaque source, chaque feu d'eau, chaque commune avait son genius loci, son génie protecteur. Le judéo-christianisme, en détruisant l'animisme païen, a permis l'exploitation et la domination de la nature grâce à l'alliance de la science et de la technique. C'est la raison pour laquelle Lynn White soutient que recourir à toujours plus de science et de technique ne nous fera pas sortir de la crise actuelle. Dans le texte de White, c'est donc la science elle-même qui est mise en cause, cette science à laquelle l'humain a goûté en mangeant le fruit interdit de l'arbre de la connaissance. Imago Dei, l'homme s'est autorisé à pénétrer les voies de Dieu jusqu'à imaginer pouvoir reconstruire l'Éden sur terre grâce à sa raison. Le philosophe de Montebourg a souligné combien Bacon et Descartes, promoteurs de la modernité, de la raison et de la séparation entre humain et nature, cette dernière étant réduite à la matière et sommée de livrer ses secrets, avaient été soupçonnés à l'époque de pélagianisme, un courant hérétique condamné parce qu'il nie l'existence du péché originel, soutient que la chute d'Adam n'a pas corrompu les facultés naturelles de l'humanité et défend l'idée que les êtres humains peuvent mener une vie vertueuse et mériter le paradis par leurs propres efforts. Notons la proximité de cette théorie avec la conception coranique pour laquelle le péché est une infraction à la loi, mais ne corrompt ni le cœur ni l'esprit du pécheur. Le péché d'Adam n'a, selon le Coran, pas entraîné de conséquences mauvaises sur le monde. Allah a simplement puni Adam et Ève en leur imposant de vivre sur la terre, mais l'entièreté du genre humain n'a pas été corrompue par un péché originel. C'est justement en invoquant celui-ci que le pape a répondu 50 ans plus tard à Lynn White dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. La démonstration de l'encyclique s'appuie sur l'autre représentation des relations entre humain et nature proposée par la Bible dans Genèse 2,15, et notamment sur la mission donnée par Dieu à l'homme, celle de cultiver et garder le jardin. Mais s'il conteste l'interprétation de White, le pape rejoint ce dernier dans la condamnation de la technique et de la technologie qu'il rend responsable avec l'orgueil humain de la situation actuelle. Le problème fondamental, écrit-il, c'est la manière dont l'humanité a assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Et c'est également la thèse de Hans Jonas, qui considère que l'essence de l'agir humain s'est transformée et que la responsabilité de ces transformations incombe à la technique. Cette thèse sera aussi celle d'Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison. Les auteurs défendant l'idée que la raison s'est muée en rationalisation et en obsession calculante et que la domination de l'homme sur la nature s'est transformée en domination de l'homme sur l'homme. Ce serait donc l'humanité la coupable, ce serait toute l'humanité qui aurait choisi la mauvaise voie, inaugurant de ce fait une nouvelle époque, l'Anthropocène, celle où l'humain lui-même est devenu une véritable force géologique. Mais c'est précisément cette dernière thèse que remet en cause un ensemble de travaux récents qui soutiennent que ce n'est pas toute l'humanité, mais une partie seulement. Précisément, disent-ils, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui auraient, avec la révolution industrielle et l'avènement du capitalisme,
imprimer un changement décisif à l'histoire humaine. Dans son ouvrage L'Anthropocène contre l'histoire, par exemple, Andreas Malm défend la thèse qu'au début du XIXe siècle, en Angleterre, la machine à vapeur alimentée par le charbon a été adoptée malgré la supériorité de l'énergie hydraulique parce qu'elle permettait une meilleure exploitation de la main-d'œuvre docile présente dans les villes, délivrant ainsi le capital de ses chaînes spatiales. Je cite, « La compulsion d'augmenter l'échelle de la production matérielle n'est pas un attribut de l'espèce humaine, mais une propriété émergente des rapports de propriété capitalistes. À partir du moment où les producteurs et les moyens de production ont été séparés, écrit-il, cette compulsion était écrite dans la structure même de la production. De là, l'expansion sans fin de la production, la recherche effrénée de nouveaux gisements de charbon, la production exponentielle d'émissions de gaz à effet de serre, de là, le capitalisme fossile, processus auto-alimenté brûlant tout sur son passage, impossible à stopper ou à canaliser. Telle est la thèse du capitalocène, qui s'oppose aujourd'hui à celle de l'anthropocène et explique la situation actuelle par le déploiement sans frein du capitalisme. Une thèse qui n'est pas sans lien avec celle de Thomas Paine, selon lequel, alors que la Terre était à l'origine une propriété commune au genre humain, un processus violent de conquête a conduit à une seconde forme de répartition, à un partage inégal. D'où l'idée qu'il existe deux formes de propriété. D'une part, la propriété naturelle, qui est l'ouvrage du créateur, et qui comprend la terre, l'air et l'eau, et d'autre part, la propriété acquise ou artificielle, qui est l'ouvrage de l'homme. Mais parler de propriété naturelle est-il adéquat? Et de quelle espèce de partage celle-ci était-elle l'objet à l'origine? Dès 1949, dans son magnifique ouvrage Almanach d'un comté des sables, Aldo Leopold dressait un parallèle entre la conception de la propriété désormais désuète qui permettait à Ulysse, de retour de Troie, de tuer légalement 12 de ses petites servantes parce qu'elles s'étaient mal comportées, et celle qui nous inspire encore et veut que la terre soit notre propriété, indiquant, je cite, « Il n'existe pas à ce jour d'éthique chargée de définir la relation de l'homme à la terre, ni aux animaux ni aux plantes qui vivent dessus. La terre, comme les petites esclaves d'Ulysse, est encore considérée comme une propriété. La relation à la terre est encore une relation strictement économique, comportant des droits, mais pas de devoirs. » 40 années plus tard, plutôt 30 ans plus tard, Hans Jonas utilisera exactement cette même expression, indiquant lui aussi que jusqu'ici, l'éthique s'est préoccupée exclusivement des rapports entre êtres humains, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'étendre la responsabilité humaine au-delà, à la biosphère elle-même. D'où, chez ces auteurs, des conceptions radicalement différentes des précédentes du rapport humain-nature, la responsabilité humaine s'étendant à la nature elle-même, et de ce qui est juste et injuste. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'il en va autrement, écrit Aldo Leopold. Mais il s'agit aussi de transformer la relation des humains à la nature en substituant au rapport de conquête et d'exploitation un nouveau type de rapport fondé sur le respect et l'amour. Il me paraît inconcevable, continue Aldo Leopold, qu'une relation éthique à la terre puisse exister sans amour, sans respect, sans admiration pour elle et sans une grande considération pour sa valeur. Par valeur, j'entends bien sûr quelque chose qui dépasse de loin la valeur économique, je l'entends au sens philosophique. Je voudrais maintenant prolonger ces réflexions et m'interroger sur le type de société qui pourrait accepter l'idée que nous avons reçu la terre en partage et qu'une de nos tâches principales est, sinon d'aimer celle-ci, du moins d'en prendre soin. Cette manière de procéder étant sans doute la meilleure façon de prendre soin des humains eux-mêmes, comme Burt Callicott, un important auteur dont les travaux ont été introduits en France par Catherine Larère, a pu le suggérer, ouvrant un chemin de crête entre biocentrisme et anthropocentrisme. Une société du prendre soin, une société du care, dont plusieurs spécialistes sont ici présentes,
serait sans doute la plus capable de nous engager dans la voie de la reconversion écologique, notamment parce qu'elle reconnaît la vulnérabilité de la biosphère et de chacun de ses composants et se donne pour vocation de prendre soin de l'ensemble. C'est à une responsabilité tout à la fois collective et individuelle que nous sommes en effet appelés. Ancionas indique que l'essence transformée de l'agir humain modifie l'essence fondamentale de la politique et propose à chacun d'adopter cette maxime. Agis de telle sorte que tes actions soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. À chacun de se comporter de façon responsable, non seulement avec la Terre, mais avec l'ensemble des vivants, ce qui nous permet de montrer la proximité entre les éthiques environnementales et les éthiques classiques du care, qui s'intéressent traditionnellement plus aux personnes, aux subalternes, aux dominés, aux discriminés, aux personnes dont les métiers sont sous-payés, aux femmes auxquelles incombe la prise en charge des tâches invisibles et non rémunérées. Si ce rapprochement importe, c'est parce qu'il permet sans doute de régler un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui bloque la reconversion écologique. La question des inégalités entre pays, entre personnes, entre groupes sociaux. Pourquoi les pays pauvres feraient-ils des efforts si les pays riches n'en font pas? Pourquoi les plus modestes surveilleraient-ils leur consommation alors que les plus riches s'achètent des SUV et multiplient les voyages en avion? Comment pourrions-nous rompre la spirale de la comparaison, de l'envie des biens positionnels ou de ce que Adam Smith appelle la vanité lorsqu'il écrit « C'est la vanité, non le bien-être qui nous intéresse. Le riche se fait gloire de ses richesses parce qu'il sent qu'elles attirent naturellement sur lui l'attention du monde. » Comme l'a montré le mouvement des Gilets jaunes en France, qui a surgi parce que des mesures écologiques n'avaient pas pris en compte le fait que les taxes sur les combustibles fossiles pèsent proportionnellement plus sur les ménages modestes, la question écologique et la question sociale doivent être traitées ensemble, la justice sociale apparaissant donc à la fois comme une condition sine qua non de la reconversion écologique et comme bonne en soi. Mais ceci étant posé, nous sommes peu avancés, car il existe de multiples conceptions de la justice sociale. En existe-t-il une qui soit plus compatible avec la reconversion écologique? Nous avons déjà parlé du diagnostic de Thomas Paine, pour lequel il existait deux formes de propriété, l'une naturelle, la terre ayant été donnée à l'humanité en partage, et l'autre humaine, ayant instauré un partage beaucoup plus inégal et illégitime, puisque beaucoup de personnes sont complètement exclues de toute forme de propriété et, à l'époque où il écrivait, n'avaient de ce fait pas accès au vote. Cette seconde forme de propriété n'est pas naturelle. Il ne s'agit dans tous les cas, indique Paine, que d'un droit d'usage. Faut-il donc revenir sur ce processus d'appropriation et chasser les propriétaires? Paine n'est pas de cet avis. D'une part, parce que les améliorations apportées par le travail sur les propriétés individuelles sont utiles. D'autre part, parce qu'il n'est pas raisonnable de répondre à la violence passée par une nouvelle violence. La proposition de Paine consiste donc, pour rétablir le droit de tout humain à la propriété naturelle, à instaurer une taxe sur l'héritage qui viendrait alimenter un fonds permettant de donner à chacun, à sa naissance, une allocation universelle. Ainsi, la justice serait-elle assurée, puisque les plus riches contribueraient en quelque sorte à l'indemnisation de ceux qui ont été privés de toute propriété. Une telle proposition fait penser à celle de James Mead, qui inspirera Rawls et Piketty. Comme le rappelle Catherine Baudard, Mead avait prévu dès 1964 la possibilité que le rendement du capital dépasse celui du travail, qui est ce que Thomas Piketty a montré, grâce aux innovations technologiques, entraînant la croissance des inégalités et un nouveau monde qu'il appelait The Brave New Capitalist Paradise. Il propose, pour contrecarrer ce processus, le versement à chaque citoyen d'une allocation universelle ou dividende sociale, sans condition de revenu tout au long de sa vie, plus généreuse et moins créatrice de dépendance que les programmes classiques des États-providence, ainsi qu'une redistribution de la propriété privée du capital grâce à une taxation très progressive de celui-ci, ainsi que des successions et des donations. Anticipant la fameuse critique rawlsienne de la méritocratie, il défend la thèse qu'il n'y a pas de mérite à disposer d'un niveau de revenu ou d'un capital élevé,
car la contribution de la collectivité à ces résultats est beaucoup plus importante que celle de l'individu concerné. L'impôt n'est donc qu'une juste reconnaissance du rôle de la collectivité dans la création de richesses individuelles. Catherine Audard soutient que le modèle proposé par John Rawls dans Théorie de la justice et précisé dans Justice et équité, intitulé La démocratie des propriétaires, qui s'inspire en partie de James Mead, permet d'organiser un partage efficace et légitime de la propriété, du pouvoir et des chances de réussite. Il s'agit de lutter contre les inégalités les plus injustes grâce à des taux d'imposition confiscatoire du capital et des revenus les plus élevés, 70 à 80% pour la tranche la plus élevée, et à une politique de redistribution qui vise non pas à détruire, mais à généraliser la propriété privée. Rawls propose en effet de revenir à une taxation très progressive des hauts revenus pour, je cite, prévenir des accumulations de richesses qui sont jugées hostiles au contexte social juste, par exemple à la valeur équitable des libertés politiques et à l'égalité équitable des chances, ainsi qu'à une taxation également très progressive de la transmission du capital, je cite, pour encourager une dispersion plus large et plus égale de la propriété réelle et des moyens de production. Fin de citation. Il en résulte, selon lui, une dispersion très large de la propriété personnelle d'une génération à l'autre, qui n'exige pas une croissance économique continuelle de génération en génération, ce qui, évidemment, est extrêmement important pour avancer sur la question écologique. En effet, et je ne m'attarderai pas sur cette question centrale sur laquelle je travaille depuis longtemps, si la croissance a été génératrice de bienfaits multiples, elle a également été productrice de maux et de dégâts, comme les travaux des années 70 l'avaient parfaitement mis en évidence. Nous devons donc désormais, dans la perspective de la reconversion écologique, renoncer à l'objectif d'augmentation perpétuelle des taux de croissance et raisonner au-delà de la croissance. Ces propositions de John Rawls paraissent donc particulièrement bien adaptées aux objectifs recherchés. Plusieurs de ces autres propositions méritent d'être rappelées. Dans le sillage de Mead, Rawls propose de contrebalancer le pouvoir des entreprises par une organisation des travailleurs ayant pour but d'améliorer les salaires et les conditions de travail et d'assurer le plein emploi et les services sociaux universels. C'est le Trade Union State. Il recommande également de mettre en concurrence le secteur public et le secteur privé et de développer la démocratie et la cogestion dans l'entreprise, dans le contexte d'une économie mixte. C'est l'idéal d'une workplace démocratie, proposition longuement développée en 1985 par Robert Dahl dans A Preface to Economic Democracy. Dans son ouvrage Firms as Political Entities, la philosophe Isabelle Ferreras prolonge à son tour ses réflexions en proposant la mise en œuvre du bicaméralisme, un dispositif qui permettrait à la Chambre des apporteurs de capital et à celle des apporteurs de travail d'élire ensemble le directoire de l'entreprise. Là encore, cette proposition apparaît particulièrement congruente avec la recherche d'un modèle visant à prendre soin tout à la fois des ressources naturelles et des ressources humaines, même si ce terme de ressources paraît particulièrement mal approprié. En effet, même si cela n'est pas certain, on peut penser que donner plus de place à la voix des salariés, y compris dans le choix des produits et des modalités de production, devrait permettre de mieux prendre en considération les besoins des salariés et les véritables besoins sociaux, et de rompre partiellement avec les besoins artificiels que le capitalisme et ses accessoires comme la publicité promeuvent. De nombreux débats ont entouré les propositions de Rawls et plus récemment celle de Piketty. Certains leur ont reproché de vouloir détruire le capitalisme et même l'économie, avec des propositions complètement déraisonnables, même si les taux d'imposition proposés par les deux auteurs étaient en vigueur dans les années 20 puis dans les années 40 aux États-Unis, sans que l'économie ne s'écroule. D'autres leur ont reproché de ne pas aller assez loin et de conserver la propriété privée, notamment celle des moyens de production, et de refuser leur nationalisation ou leur étatisation, garantie plus solide d'une prise en compte permanente de l'intérêt général. Leur critique de l'État-providence classique n'est pas non plus complètement recevable. La lecture des deux rapports magistraux rédigés par Lord Beveridge en 1942 et 1944
qui pose les fondements d'une société libre et d'un welfare state se donnant comme ambition la promotion du bien-être de tous les citoyens, contiennent des propositions qui restent, de mon point de vue, pleinement d'actualité. Une synthèse des deux modèles proposés par Rawls, l'État-providence et la démocratie des propriétaires, complétée par la reprise en main par l'État des moyens de production dans certains secteurs stratégiques, notamment pour la reconversion écologique, et par une vigoureuse entreprise de planification écologique balisant de façon précise la sortie rapide des énergies fossiles, paraît une voie praticable. Je voudrais terminer cette introduction à nos débats avec une auteure, car la voix des femmes reste aujourd'hui partout insuffisamment entendue, une auteure qui propose une voie qui concilie, me semble-t-il, tout ce que nous recherchons. Un moyen d'assurer l'égalité entre les individus, d'empêcher la constitution d'immenses fortunes qui sont un obstacle radical au partage des expériences et des conditions de vie, de continuer à produire, mais en prenant soin à la fois des producteurs et de la nature. Cette auteure, c'est la philosophe Simone Veil, une infatigable promotrice du partage, qui passa sa vie à mettre en œuvre ce qu'elle théorisait, ce qui n'est pas courant. Voici le programme qu'elle proposait dans son dernier ouvrage, L'Enracinement, qui dessine ce qui pourrait être un monde qui aurait accompli sa reconversion écologique en mettant au cœur de ses préoccupations la justice sociale. Je vous donne une longue, très longue citation. Les grandes usines seraient abolies, une grande entreprise serait constituée par un atelier de montage relié à un grand nombre de petits ateliers d'un ou de quelques ouvriers chacun dispersés à travers la campagne. Ce seraient ces ouvriers, et non des spécialistes, qui iraient à tour de rôle par période travailler à l'atelier central de montage, et ces périodes devraient constituer des fêtes. Le travail ne serait que d'une demi-journée, le reste devant être consacré aux liens de camaraderie, à l'épanouissement d'un patriotisme d'entreprise, à des conférences techniques pour faire saisir à chaque ouvrier la fonction exacte des pièces qu'il produit et les difficultés surmontées par le travail des autres, à des conférences géographiques pour leur apprendre où vont les produits qu'ils aident à fabriquer, quels êtres humains en font usage, dans quelle espèce de milieu, de vie quotidienne, d'atmosphère humaine ces produits tiennent une place et quelle place. À cela s'ajouterait de la culture générale. Une université ouvrière serait voisine de chaque atelier central de montage. Elle aurait des liens étroits avec la direction d'entreprise, mais n'en serait pas la propriété. Les machines appartiendraient aux ateliers. Chaque ouvrier posséderait en plus une maison et un peu de terre. Cette triple propriété, machine, maison et terre, lui serait conférée par un don de l'État au moment du mariage, et à la condition qu'il ait accompli avec succès un essai technique difficile, accompagné d'une épreuve pour contrôler l'intelligence et la culture générale. Cette triple propriété ne pourrait être ni vendue, ni transmise, ni aliénée. Les ouvriers passeraient un examen pour pouvoir créer une entreprise. La profession de chef d'entreprise devrait, comme celle de médecin, être au nombre de celles que l'État, dans l'intérêt public, autorise à exercer, seulement sous la condition de certaines garanties. Les garanties devraient avoir rapport non seulement à la capacité, mais aussi à l'élévation morale. Les capitaux engagés seraient bien plus réduits que maintenant. Un système de crédit pourrait facilement permettre à un jeune homme pauvre qui a la capacité et la vocation d'être chef d'entreprise de le devenir. L'entreprise pourrait ainsi redevenir individuelle. Quant aux sociétés anonymes, il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient, en ménageant un système de transition, à les abolir et à les déclarer interdites. En tout cas, un tel mode de vie sociale ne serait ni capitaliste ni socialiste. Il abolirait la condition prolétarienne au lieu de vouloir l'étendre à tous. Merci pour votre attention.